échéance électorale extrêmement importante, nous avons voulu faire entendre notre voix et nous avons voulu la faire entendre d'autant plus que les programmes, notamment de François Fillon et de Marine Le Pen, ne sont pas particulièrement graves, je dirais d'une manière globale, mais s'en prennent aussi de manière frontale aux droits des femmes. Alors, je crois qu'on peut dire que pour elle et pour lui, la place des femmes est avant tout une place réservée, si je puis dire, à la sphère familiale et avec un rôle bien imparti, bien défini, celui finalement lié à la procréation. Et du coup, s'ensuit tout un programme, tout un projet plutôt de société, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de se battre pour l'autonomie, quelle qu'elle soit, et notamment l'autonomie financière. Pas besoin non plus, donc, du coup, de développer des services publics modernisés et puis développés. Et d'ailleurs, quand je dis qu'il mène une bataille assez importante, là on l'entend moins parce qu'il y a tout ce qui se tourne autour de cette campagne, avec la mise en examen de Fillon, avec aussi des casseroles autour de Marine Le Pen. Mais ceci étant dit, dès le début de leur campagne, ils ont sorti des matériels qui s'adressaient spécifiquement aux femmes. Je ne sais pas si vous avez pu en prendre connaissance. Marine Le Pen, c'est une lettre ouverte aux femmes de nos banlieues, qui se sert donc de son image d'une femme d'abord, c'est la seule, d'une femme moderne, et évidemment qui manie avec beaucoup de brio le mensonge, notamment par omission. Donc c'est un langage simple et direct qui s'adresse aux femmes des quartiers et où il est question de la patrie, de l'amour de la patrie et de la possibilité de pouvoir s'élever dans notre société simplement par l'effort, le mérite. Et sa lettre, c'est un recto seulement, se termine par un vibrant appel pour que les femmes soient libres et insoumises. Et bien évidemment, elle ne parle pas du tout de ses propositions dans aucun des domaines, et notamment ce qui concerne la contraception, l'interruption volontaire de grossesse. Fillon, lui, il a sorti un 8 pages, qu'on pouvait trouver, je n'ai pas revérifié s'il était toujours sur son site, et qui s'appelle « Proposition pour la liberté des femmes ». C'est un programme qui s'articule sur 3 enjeux, les mères isolées, les violences faites aux femmes et l'égalité hommes-femmes. Et en première page, on voit un Fillon décontracté qui pose au milieu de femmes élues de son parti politique. Il y a d'ailleurs beaucoup de sénatrices. Et le contenu de ces propositions est vraiment savamment édulcoré. Là aussi, lui, il ne parle pas du tout de sujets qui fâchent, contraception et avortement. Vous avez vu ces prises de position particulièrement réactionnaires où il dit que par idéologie, parfois, lui, il ne peut pas cautionner l'avortement. Donc, il y a ces programmes-là qui ont donné un peu le là du début de la campagne, qui aujourd'hui effectivement sont un petit peu passent un peu sous silence. Et puis tout dernièrement, il y a le programme de Emmanuel Macron. Il a mis un peu de temps à le sortir. Et là, moi, je n'ai pas pris le temps, et on pourra en débattre dans la journée, de voir quels étaient les différents éléments. Mais je n'ai pas dit que j'étais également sénatrice, et j'ai vu malheureusement, comme vous, mais moi peut-être un peu plus directement dans l'hémicycle, combien il a défendu sa loi, la loi Macron, et cette loi qui notamment a prôné et a généralisé le travail du dimanche, qui impacte d'abord les femmes. Donc on voit ce paysage politique donc avec cette montée inquiétante, idéologique, mais paysage politique aussi, où on vient de vivre un quinquennat, où malheureusement, eh bien, les droits des femmes n'ont pas été améliorés, je le déplore, je le regrette, même s'il y a eu quelques avancées dans ce quinquennat, notamment par rapport à la gratuité de la contraception des jeunes filles, par rapport à l'interruption volontaire de grossesse, les frais qui étaient afférents, c'est une revendication des féministes, donc tout ça, effectivement, on ne peut que le saluer, et d'ailleurs, on l'a porté, on l'a soutenu, on l'a aidé, mais globalement, comme tout ce quinquennat s'est passé dans un climat de contraintes budgétaires extrêmement fortes, pour ne pas dire austéritaires, ce qui impacte
l'ensemble de la population, mais ce qui a un effet encore plus dur sur les femmes, et je vais donner, outre la loi Macron dont j'ai parlé très brièvement, il y a aussi l'ANI, de sécurisation de l'emploi, et puis il y a surtout la loi El Khomri, contre laquelle il y a eu une grande montée des résistances, avec en première ligne les femmes et les féministes. Et puis, concrètement, quand on veut donc essayer de corriger les inégalités criantes qu'il y a, plus que les corriger, en débarrasser la société de ces inégalités sexistes qui continuent à perdurer, eh bien il faut mettre les moyens. Donc c'est complètement en opposition avec les logiques austéritaires. Et mettre les moyens, je veux simplement vous rappeler ici que le gouvernement qui se disait prétendument à gauche a consacré aux droits des femmes un budget dédié qui représente 0,006%, soit 26,9 millions d'euros. C'est le plus petit budget de l'État. Alors on voit bien là que du coup on ne peut avoir que des ambitions qui sont limitées. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de montrer en quoi le fait de ne pas prendre en compte les inégalités non seulement est profondément injuste, mais il y a aussi un versant qui, à long terme, est coûteux pour la société. C'est quelque chose que Réjeanne Sénac ne partage pas obligatoirement en disant mais si on prend cet aspect-là, on rentre dans leur logique, la logique ultralibérale, mais je pense que des fois il faut aussi se battre sur leurs propres arguments, et il faut savoir que si je prends un seul exemple, les violences conjugales, le coût annuel est estimé à 2,5 milliards d'euros. Ça n'est pas une petite chose. Et qu'à l'inverse, selon l'OCDE, si l'égalité entre les femmes et les hommes était appliquée dans le domaine de l'emploi, participation au niveau du marché, salaire, etc., la croissance économique gagnerait 9,4% d'ici 2020. Vous voyez, voilà, il y a des arguments qui peuvent plaider largement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, cette initiative, elle est organisée par le Parti communiste français. Vous le savez, il va y avoir beaucoup d'intervenantes qui vont être là lors des ateliers et dans l'après-midi, et qui sont issus d'autres horizons, politiques, associatifs, syndicales, et c'est une bonne chose, et c'est toujours la façon dont on a travaillé au niveau de la commission. Mais vous savez aussi que à la veille des échéances électorales, le candidat à la présidentielle que nous soutenons, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon, et qu'il est vrai que son programme est le plus proche du nôtre, et notamment, par exemple, il porte très fortement la proposition de constitutionnaliser le droit à l'avortement. J'ai réussi à le dire, c'est un mot des fois, voilà. Donc, c'est une revendication qui est quand même extrêmement importante, vous le savez, parce que c'est voilà, avoir le pouvoir sur le corps des femmes est aussi un énorme enjeu, et c'est d'ailleurs pourquoi on voit toutes les montées des réactionnaires et des intégristes dans tous les pays du monde, pour justement avoir un pouvoir sur le corps des femmes. Donc, notre convention s'inscrit aussi dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. C'est pas un hasard si on l'a fait le 4 mars. Vous savez... Ah là là. Bon, ça va, il n'y a que la table, mais il n'y a pas de bobo, donc c'est bon. Vous savez que cette année, il y a non seulement un appel à manifester le 8 mars, mais il y a aussi un appel à la grève des syndicats, des associations féministes, un appel que nous soutenons, nous en tant que parti, mais nous ne sommes pas d'ailleurs seuls. Et il faut dire qu'en France, en 2017, les femmes continuent à être payées 26% de moins que les hommes. Et je veux dire que c'est comme si, vous l'avez vu dans nos tracts communs, c'est comme si elles travaillaient gratuitement à partir de 15h40 tous les jours. C'est vrai que c'est parfaitement intolérable. Alors je veux dire encore que le travail des femmes a servi et continue de servir de laboratoire d'expérimentation au niveau du patronat pour étendre flexibilité,
précarité, et notamment avec les temps partiels. Alors les femmes sont à la fois des salariées comme les autres, mais aussi des travailleuses à part. Même si le travail qu'elles exercent est pénible, le droit au travail des femmes reste une conquête chèrement acquise et ouvre une liberté, celle de l'autonomie financière. D'ailleurs, en début de semaine, il y avait une initiative du collectif national droits des femmes à laquelle on enfin un collectif auquel on est partie prenante sur le revenu universel. Est-ce que c'est un bien pour les femmes? Et c'est venu très fort, ça, le fait que même des travaux pénibles, même mal payés, etc., ça reste un droit inaliénable pour les femmes et une autonomie. Alors, je parle des inégalités au niveau du travail, mais évidemment, il n'y a pas que les inégalités professionnelles. Elles subissent des discriminations sexistes dans tous les domaines, sphère publique comme sphère privée. Et c'est donc important que notre convention de cet après-midi traite un peu de toute cette question. Et en même temps, malgré toutes ces attaques, ou face à toutes ces attaques, comme toujours, mais peut-être plus qu'avant, les femmes veulent être libres et égales. Elles veulent être aux commandes de leur vie personnelle et professionnelle, sans que personne ne vienne décider à leur place de leur emploi, de leur sexualité, de leurs loisirs. Elles veulent que soient éradiquées les violences qu'elles subissent, dans la rue, à l'école, au travail ou dans l'intimité de leur foyer. Elles veulent que cessent les propos sexistes dont elles sont victimes, dans les médias, en politique, dans le sport ou dans les arts. Elles sont debout, engagées en première ligne pour une société de liberté et d'égalité. Et je pense qu'on peut dire que la révolution féministe qu'elles entendent mener, mais que nous entendons mener, propose non seulement effectivement d'émanciper les femmes, mais d'émanciper l'ensemble du genre humain. C'est pour ça qu'elle est l'affaire de toutes et de tous. Alors j'espère que la convention qu'on organise aujourd'hui va contribuer à encore faire émerger des idées, des propositions. Vous avez vu que dans le couloir, il y a un tableau à idées, donc à souhait, donc c'est bien d'y mettre des post-it aussi, avec un certain nombre de propositions. Et je pense surtout que grâce à cette initiative, on pourra aussi contribuer à ce que l'égalité entre les femmes et les hommes s'invite dans la campagne électorale, ce qui est quand même, au jour d'aujourd'hui, loin d'être le cas. Voilà, vous allez donc pouvoir également constater que dans les ateliers que nous avons mis en place, puisque je pense que là chacun et chacune a le programme, donc c'est pas tellement important que je le décline. Vous avez vu que nous avons essayé de toucher un peu tous les domaines. Moi, mon intervention touche à sa fin parce que c'est une intervention qui se fait à deux voix, donc il va y avoir aussi Hélène qui va apporter un certain nombre d'éléments sur d'autres sujets que je n'ai pas abordés ou que j'ai juste balayés, notamment sur les questions de harcèlement, des liens qu'on a avec l'Europe et les féministes européennes. Mais vous avez vu que nous avons essayé, au niveau donc, de l'égalité professionnelle, mais au niveau aussi de l'éducation à l'égalité, parce qu'effectivement, il faut toujours et encore dénoncer la façon dont les stéréotypes sont véhiculés dans notre société, par les médias, que ce soit d'ailleurs télévisuel ou même par la presse écrite, et que ce soit aussi au niveau de l'éducation. Là encore, il y a beaucoup de travail à faire, et on n'a pas mis d'atelier, mais on aurait pu aussi élargir notre réflexion à ce qui se passe au niveau du langage. Voilà, moi je l'ai dit, je suis sénatrice. J'ai été extrêmement frappée quand je suis arrivée au Sénat en 2011 par le fait qu'on m'ait demandé comment voulez-vous vous faire appeler, sénateur ou sénatrice? Bien sûr sénatrice, enfin pour moi bien sûr sénatrice, et j'y tiens. Et là il y a eu vraiment un affrontement, y compris dans l'hémicycle, et je vois qu'il y a Isabelle Pasquier qui était sénatrice aussi, donc elle a vécu ça, où c'était une sacrée bagarre, parce qu'il y a un certain nombre de femmes, parce que toutes les femmes ne sont pas féministes, comme tous les hommes ne sont pas d'affreux machos, il y a des féministes, et ils sont là, et il y en a encore plus que là, heureusement. Et je veux dire qu'il y a des femmes au Sénat qui revendiquent de surtout ne pas être appelées sénatrices, mais d'être appelées sénateurs, parce que la fonction noble, c'est celle de sénateur.
Donc vous voyez, quand on en est là, il y a quand même beaucoup. Et je salue Fatia Agoun, qui est vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne, qui a été à l'initiative d'un débat sur justement l'égalité entre les femmes et les hommes, et ce débat dans lequel justement il y avait tout un travail sur le langage, et c'était absolument passionnant. Mais il va falloir que je conclue parce que je commence à être longue. Donc, vous l'avez compris, la lutte des femmes est subversive, car elle s'attaque au fondement même de notre société. Et nous, l'ambition que nous avons en tant que féministes, mais aussi en tant que communistes, c'est de mener une lutte féministe, mais nous sommes des femmes et des hommes qui combattons du même élan, j'allais dire, le patriarcat et le capitalisme. Nous sommes pour un féminisme lutte de classe. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, important pour nous. Et donc, c'est pour ça que nous pensons que quand on porte les propositions que l'on porte, eh bien, on est en capacité d'opposer un projet de société de transformation profonde avec l'égalité en son cœur et qui permet l'émancipation humaine d'une manière générale. Et c'est pourquoi c'est un combat que nous devons partager, hommes et femmes. C'est pourquoi c'est un combat qui touche le pouvoir, qui touche les institutions, qui touche le politique, parce que la politique, elle a été faite par des hommes pour des hommes. On est ici d'associations et d'organisations très diverses, et on a aussi à balayer, je vais dire familièrement, devant notre porte, parce que dans nos organisations, malgré les efforts qu'on fait, malgré les progrès qu'il peut y avoir, on peut voir qu'il y a encore beaucoup de chemin à pratiquer, que ce soit par exemple, et au niveau des institutions, au Sénat, il y a 26% de femmes, à l'Assemblée nationale, 27%, et quand dans l'hémicycle, on soulève cette problématique, nos collègues masculins nous disent « Mais madame, mais mesdames, ou mes chers collègues, il faut quand même avoir un peu de patience. » Je trouve qu'on en a eu quand même beaucoup. Donc je conclurai mon propos par une citation de Marx, c'est un peu normal, mais je dois dire que je l'ai un peu arrangé, je l'ai féminisé, en introduisant les mots « chacune et toutes » qui étaient absentes de sa citation, et je cite « Le développement de chacune et chacun est la clé du développement de toutes et tous. » Je vous remercie et je passe la parole.